Comme vous le voyez, le cours d'aujourd'hui est assez long et assez riche en informations. Donc d'abord, nous allons faire une petite introduction. Ensuite, on passe à l'étude des pressions atmosphériques, intra-alvéolaires, intrapleurales. Ensuite, le cycle respiratoire. Dans la quatrième partie, les propriétés thoraco-pulmonaires. Nous allons voir dans les propriétés thoraco-pulmonaires la notion de compliance, l'élasticité thoraco-pulmonaire et la tension de surface alvéolaire. Dans la cinquième partie, la résistance des voies aériennes, puis les volumes et les capacités pulmonaires, l'exploration fonctionnelle respiratoire et enfin les espaces morts et les différences de ventilation. On va commencer par définir la mécanique ventilatoire. C'est quoi la mécanique ventilatoire? C'est le déplacement des gaz au cours de la respiration. Ce déplacement des gaz est assuré par l'activité cyclique des muscles respiratoires. Donc, la force générée par la contraction des muscles respiratoires va obéir au déplacement des gaz. Par quel mécanisme? Par la création d'une différence de pression. Et cette différence de pression, selon des lois physiques, va obéir au déplacement des gaz. Trois pressions sont importantes à étudier dans notre cours, bien sûr. Nous avons la première pression, c'est la pression atmosphérique, la pression du milieu extérieur. C'est la pression exercée par le poids de l'air atmosphérique sur les objets situés à la surface du sol. Elle est égale à 760 mm de mercure au niveau de la surface de la mer. Deuxièmement, la pression intra-alvéolaire ou la pression intrapulmonaire. Et nous avons la troisième pression qui est la pression intrapleurale. C'est la pression qui est à l'intérieur de la séreuse qui enveloppe le poumon, entre les deux feuillets de la séreuse qui enveloppe le poumon. Définissons maintenant les trois pressions déjà citées. D'abord, la pression atmosphérique, appelée aussi la pression barométrique. Nous avons dit que c'est la pression exercée par le poids de l'air atmosphérique sur les objets situés à la surface de la Terre. Nous avons dit aussi qu'elle est égale à 760 mm de mercure au niveau de la surface de la mer et qu'elle diminue avec l'altitude. D'ailleurs, c'est pour ça que la référence de la prise de cette pression, c'est la surface de la mer, parce que l'altitude de cette dernière est relativement stable. La deuxième pression, c'est la pression intra-alvéolaire ou la pression intrapulmonaire. Donc, c'est la pression du gaz contenu dans les alvéoles. Et comme les alvéoles communiquent avec l'atmosphère par les voies aériennes, il y aura un écoulement de gaz à chaque fois que la pression alvéolaire diffère de la pression atmosphérique. Donc, à chaque fois qu'il y a une différence de pression entre la pression atmosphérique et la pression alvéolaire, il y aura un écoulement continu jusqu'à l'égalisation des deux pressions. Troisièmement, la pression intrapleurale. Donc, bien évidemment, c'est la pression dans la cavité pleurale, la séreuse qui enveloppe le poumon. C'est la pression exercée sur la surface des poumons à l'intérieur de la cage thoracique. En général, elle est un peu plus basse que la pression atmosphérique. Elle est égale à environ 756 mm de mercure au repos absolu. Ce point, c'est très important. Au repos absolu. Elle correspond à une pression relative rapportée à la pression atmosphérique. Donc, si on fait le rapport, la différence, c'est moins 4 mm de mercure. Donc, on peut dire qu'elle est égale à 756 mm de mercure ou moins 4 mm de mercure par rapport à la pression atmosphérique. Donc, pourquoi 756 mm de mercure? Donc, c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la pression atmosphérique, parce qu'elle est exercée sur tous les objets.
moins 4 mm de mercure, c'est dû euh, à l'étirement de cette séreuse, de la face externe de cette séreuse, par la charpente osseuse avec les muscles du thorax. Donc ils vont exercer une force dirigée dans ce sens et donc qui va diminuer un peu euh, la pression atmosphérique exercée. Et elle sera égale à 756 mm de mercure. La troisième partie, le cycle respiratoire. Donc, qu'est-ce qui permet de maintenir la respiration? C'est l'activité cyclique des muscles respiratoires. Elle consiste à des variations du volume de la cavité thoracique et c'est ce qui va changer la pression alvéolaire engendrant l'écoulement des gaz entre l'atmosphère et les alvéoles. Donc, selon la loi de Boyle-Mariotte, la pression fois le volume dans le premier état, est égale à la pression fois le volume dans le deuxième état. Le gaz diffuse du milieu ayant une pression plus grande, bien évidemment, vers le milieu ayant une pression plus faible. Nous savons qu'à l'état de repos, la pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique. Enfin, on peut dire de manière générale, la variation du volume obéit à une variation de la pression. Et c'est ce qui fait qu'il y aura un écoulement des gaz jusqu'à l'équilibre des pressions. Maintenant, le cycle respiratoire proprement dit. D'abord, l'inspiration. Avant le début de l'inspiration, les muscles respiratoires sont relâchés. Donc, pas totalement relâchés, il existe un tonus de repos. Et donc, il n'y a pas d'écoulement d'air entre les alvéoles et l'air atmosphérique, parce que les pressions sont égales. Maintenant, dès que l'inspiration débute, les principaux muscles inspiratoires, qui sont le diaphragme et les muscles intercostaux externes, mais c'est surtout le diaphragme, sont stimulés et se contractent. Voilà le diaphragme et voilà les muscles intercostaux externes. Donc, ils se contractent, les muscles tirent sur la plèvre tire sur le poumon, le parenchyme pulmonaire. On aura une baisse de la pression intra-alvéolaire qui arrive à 1 mm de mercure. Donc, elle sera égale à 759 mm de mercure. Maintenant, la pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique. L'air s'écoule de la zone qui possède une haute pression vers l'autre zone qui possède la plus basse pression. L'écoulement d'air continue jusqu'à la disparition de la différence de pression, c'est-à-dire l'égalisation des pressions alvéolaires et atmosphériques. En cas d'inspiration profonde, là on va nécessiter une plus forte contraction et donc on nécessite la contraction ou la participation et des muscles inspiratoires principaux, le diaphragme et les muscles intercostaux externes, et d'autres muscles nommés muscles inspiratoires accessoires qui sont, nous avons ici le sternocleidomastoïdien et les muscles scalènes qui sont situés dans le cou. Et nous avons aussi d'autres muscles dont la participation est plus ou moins superficielle, comme le muscle subclavier. Nous avons ainsi les muscles pectoraux, le petit et le grand pectoral. Donc, nous avons, pour les muscles situés dans le cou, ils vont tirer sur le sternum et donc augmenter le volume de la partie haute de la cage thoracique. Et donc, on aura une augmentation supplémentaire du volume de la cage thoracique et donc celle des poumons. Donc, celui du poumon. Et on aura par conséquent une chute plus importante de la pression alvéolaire
et donc une entrée d'un plus grand volume d'air avant l'égalisation des pressions. La deuxième partie du cycle respiratoire, l'expiration, elle débute à la fin de l'inspiration. Cette dernière est marquée par le relâchement des muscles inspiratoires. Donc, l'expiration par rapport à l'inspiration, il faut savoir que c'est un phénomène passif. L'expiration est un phénomène passif qui ne nécessite pas d'énergie, donc ne nécessite pas de contraction musculaire. Il s'effectue grâce à la rétraction élastique du poumon. Le poumon, le parenchyme pulmonaire, il a une nature élastique. Et donc, en inspiration, les muscles vont tirer sur les poumons. Et en expiration, il faut juste le relâchement du muscle inspiratoire et on aura les poumons qui vont reprendre leur volume initial grâce à la rétraction élastique. Et donc, comme le volume des poumons diminue, il va y avoir une compression et donc une élévation de la pression va devenir égale à 761 mm de mercure à peu près, une différence d'1 mm de mercure. Et donc, selon la loi, l'air va s'écouler en dehors des poumons vers le milieu extérieur jusqu'à l'équilibre comme toujours. Au cours de la respiration calme, l'expiration est un phénomène passif, et normalement un phénomène passif, qui est dû à la rétraction élastique du poumon, alors que l'inspiration est un phénomène actif dû à une contraction musculaire coûteuse en énergie. C'est le cas de la respiration calme. Nous allons voir qu'au cours d'une respiration forcée, ce n'est pas le cas. L'expiration va nécessiter un apport énergétique, une contraction musculaire. On avait dit qu'en cas d'expiration forcée, il y a nécessité de la contraction des muscles expiratoires pour dégonfler les poumons davantage et plus vite que pendant la ventilation, que pendant la respiration calme normale, comme par exemple dans l'exercice physique ou alors en pathologie en cas d'une crise d'asthme par exemple. Donc la respiration devient active, la contraction des muscles expiratoires qui sont les muscles de la paroi abdominale, le grand droit de l'abdomen, le transverse et les obliques, et les muscles intercostaux internes. Et il existe aussi d'autres muscles qui participent de façon plus ou moins importante, les muscles dorsaux. On va citer le petit dentelé postéro-inférieur. Par conséquent, il y aura une réduction additionnelle du volume de la cage thoracique et des poumons. L'air va être comprimé d'une façon plus importante, une plus grande différence de pression et par conséquent, on aura un écoulement d'air plus important jusqu'à l'égalité des pressions. Les voilà, les muscles intercostaux internes qui participent à l'expiration forcée et les intercostaux externes qui participent à l'inspiration. Passons maintenant aux propriétés thoraco-pulmonaires. Thorax et poumon. Le système poumon-cage thoracique est une structure élastique. Bien évidemment, nous savons que le poumon, que le parenchyme pulmonaire est constitué de fibres élastiques qui sont abondantes dans ce parenchyme pulmonaire. Et pour ce qui est de la cage thoracique est formée d'os et d'articulations et aussi de cartilage, du cartilage costal. Le cartilage, il contient aussi des fibres élastiques, donc il possède des caractéristiques élastiques. Aussi, les articulations sont des structures élastiques, et donc ce qui fait que le système poumon-cage thoracique soit une structure élastique. Au cours de l'inspiration calme,
les muscles inspiratoires doivent vaincre cette élasticité, donc elle devient une sorte de résistance à la pénétration de l'air dans les poumons. Et donc les muscles inspiratoires doivent vaincre cette force. Nous avons ici un graphe qui représente le volume en fonction de la pression transmurale. Et la pente représente la compliance des poumons, qui diminue en augmentant le volume. Et donc la compliance est maximale en expiration, lorsque le volume des poumons est minimal. كما قلنا au cours de l'expiration calme, le relâchement des muscles inspiratoires et la force de rétraction élastique du poumon va ramener le système à sa position de repos sans contraction musculaire expiratoire, sans effort musculaire, sans nécessité d'énergie. Le système poumon-cage thoracique sont des structures élastiques solidaires les unes des autres, c'est-à-dire liées l'une de l'autre. Nous avons les muscles qui sont liés à la cage thoracique par leurs tendons, et nous avons la plèvre qui relie par son feuillet pariétal le thorax et son feuillet viscéral le poumon, c'est-à-dire elle relie le poumon à la cage thoracique. La contraction des muscles inspiratoires provoque l'étirement de la cage thoracique qui provoque à son tour l'étirement des poumons. Donc les poumons vont suivre les mouvements du thorax. L'étirement ou la compression d'une structure élastique engendre la génération d'une force qui tend à ramener la structure à son état initial. Ça c'est simple. On peut citer l'exemple d'un élastique, d'un ressort, etc. À l'intérieur d'une structure élastique, poumon-cage thoracique, ou alors l'association poumon-cage thoracique, ou autre chose, l'essentiel c'est que ce soit une structure élastique. Nous avons le volume qui est directement proportionnel à la différence de pression de part et d'autre de la paroi, delta P. Cette delta P, on l'appelle pression transmurale, c'est-à-dire la différence de pression entre deux zones qui sont séparées. Donc delta P s'appelle pression transmurale ou pression de distension pariétale. Plus elle augmente, plus elle va distendre la structure. On avait expliqué que la pression transmurale, delta P, c'est la différence de pression entre deux régions séparées, qui ne sont pas en communication. Nous allons voir les principales pressions transmurales du système thoracopulmonaire. La première pression, c'est la pression transpulmonaire, qui est la différence entre la pression alvéolaire et la pression pleurale. La pression alvéolaire, intrapulmonaire, et la pression pleurale entre les deux feuillets de la pleure. La deuxième pression, c'est la pression transthoracique. Et elle est égale à la pression, la différence entre la pression pleurale et la pression atmosphérique, la pression du milieu extérieur. La troisième pression, c'est la pression transthoraco-pulmonaire. C'est la différence entre la pression alvéolaire et la pression atmosphérique. Maintenant, nous allons aborder la notion de compliance. Une structure élastique peut être caractérisée par une courbe pression transmurale volume, dont la pente de la courbe représente la compliance de cette structure élastique. Nous avons ici comme exemple le poumon, et vous voyez que la compliance, elle diminue lorsque le volume augmente. Et donc, la compliance est maximale si le volume est minimal. Et donc, elle va vers la solidité. Le poumon, lorsque le volume augmente beaucoup, le poumon ne peut plus se distendre. Ça va devenir de plus en plus une structure qui va vers la solidité, vers le caractère de solidité. On peut calculer la courbe pression-volume pour la compliance du poumon uniquement, c'est-à-dire soit le poumon uniquement, le thorax
uniquement, la cage thoracique uniquement, ou du système, de l'ensemble du système thoraco-pulmonaire. Tout dépend de la pression transmurale sélectionnée ou considérée. Si on veut calculer la courbe pression-volume et la concluence pulmonaire, on prend la pression transmurale qui s'applique sur le poumon, c'est-à-dire la pression transpulmonaire, qui est égale à la pression alvéolaire moins la pression pleurale. Alors, l'élasticité thoraco-pulmonaire. Comment mettre en évidence cette élasticité thoraco-pulmonaire? C'est faisable par une simple expérience qui est représentée par ce schéma ici. C'est très schématique, mais ça aide à comprendre. Il est représenté ici le poumon avec la plèvre qui le recouvre. Il faut faire un rappel sur la structure de la plèvre. Elle est composée de deux feuillets, un feuillet pariétal accolé au thorax, à la paroi thoracique, et un feuillet viscéral accolé au parenchyme pulmonaire, avec entre eux un espace virtuel qui est occupé par le liquide pleural. C'est un espace virtuel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas vraiment beaucoup d'espace, et qui est occupé par le liquide pleural. Si on fait une brèche, c'est-à-dire on va perforer la plèvre pariétale, mettant en communication le milieu extérieur avec la cavité pleurale. Et donc, nous allons annuler cette pression qui existait au niveau de la cavité pleurale et qui diffère de moins 4 mm de mercure de la pression du milieu extérieur. Et donc, la force qui s'appliquait au poumon, elle va s'annuler. Dirigée dans cette direction, elle va s'annuler. Et donc, le poumon va se collaber, le parenchyme pulmonaire va se collaber, va se rétracter, laissant la place à l'air qui va pénétrer. Et donc, on va mettre ici l'élasticité du parenchyme pulmonaire. Il faut savoir aussi que l'origine de cette pression intrapleurale, c'est la disposition normale de la cage thoracique et les muscles. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plèvre pariétale est accolée à la paroi thoracique. Et donc, l'étirement des muscles et de cette cage thoracique, qui sont étirés un petit peu, même au repos, donc va appliquer une force qui se traduit par cette pression intrapleurale et qui va s'annuler si on fait l'expérience, parce que nous avons fait nous avons mis en communication le milieu extérieur et la cavité pleurale. Toujours dans l'élasticité thoraco-pulmonaire, quels sont les facteurs de cette élasticité thoraco-pulmonaire? D'abord, on va commencer par les facteurs de l'élasticité de la cage thoracique, qui sont des facteurs anatomiques, c'est-à-dire qui composent la cage thoracique. La cage thoracique est composée d'un squelette ostéocartilagineux entouré de muscles et de ligaments qui vont conférer à la cage thoracique des propriétés élastiques. Ce sont surtout les ligaments et le cartilage qui sont doués de propriétés élastiques. Ensuite, les facteurs de l'élasticité du poumon. Nous avons des facteurs histologiques qui sont l'interstitium riche en fibres élastiques. Le parenchyme pulmonaire est composé d'un interstitium riche en fibres élastiques et une structure alvéolaire avec un contenu liquidien, le contenu liquidien dans l'alvéole, dans les alvéoles. Il n'y a pas que ce contenu liquidien, il y a aussi un facteur physico-chimique au sein de ce contenu liquidien responsable d'une tension superficielle qui elle-même va créer des forces élastiques. On va expliquer par la suite. Pour savoir quel est le rôle du facteur physico-chimique, il faudra d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la tension de surface. On commence.
À une interface RO, les molécules d'eau vont s'attirer les unes vers les autres grâce à des forces attractives entre les molécules d'eau pour atteindre une surface minimum qui est la surface plane, la surface en plan, en forme de plan. La tension superficielle est la force superficielle de contraction du liquide grâce à laquelle la surface air liquide tend à être la plus réduite possible. Dans les alvéoles, qui sont des sacs remplis d'air tapissés d'une surface hydrique, pour minimiser l'interface air liquide, la tension superficielle tend à collapser les alvéoles et à les faire se ratatiner sur eux-mêmes, et on va voir quel est le rôle du facteur physico-chimique nommé surfactant dans ce cas-là. Selon la loi de Laplace, dans une sphère élastique distensible qui est dans notre cas l'alvéole, l'équilibre est atteint lorsque la pression de distension P soit égale à 2 fois la tension de surface divisée par le rayon de cette sphère. Et donc l'équilibre est atteint, la sphère garde son intégrité. Maintenant, dans notre cas, dans le poumon, il existe des alvéoles de différentes tailles. Donc les unes sont plus ou moins grandes, les autres sont plus petites. Et donc c'est ce qui diffère, c'est le rayon de cette sphère. En suivant cette loi, lorsque le rayon diminue, et donc ça va faire en sorte que la pression à l'intérieur va être augmentée dans les petites alvéoles. Et donc, ces petites alvéoles vont se vider dans les grandes alvéoles. Ça, c'est sans l'agent physico-chimique, le facteur physico-chimique appelé surfactant. Maintenant, avec le surfactant, qu'est-ce qu'il fait? Les alvéoles sont tapissées de leur face intérieure d'un contenu liquidien. Avec ce contenu liquidien uniquement, nous avons vu le résultat. Maintenant, avec le surfactant dans ce contenu liquidien, le surfactant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la tension superficielle. Il va diminuer la tension superficielle en diminuant les forces de contraction de cette substance aqueuse, et donc la sphère va garder son intégrité. Là, je vais juste rajouter un point. Le surfactant est sécrété par des cellules constituant la membrane alvéolaire, et il est sécrété en fonction de la pression à l'intérieur de l'alvéole. Donc lorsque l'alvéole subit une plus grande pression, donc on aura une sécrétion d'une plus grande quantité de surfactant, et c'est pour ça que le surfactant est sécrété beaucoup plus dans les petites alvéoles plutôt que dans les grandes. Voilà. L'expansion pulmonaire nécessite de l'énergie pour non seulement étirer le tissu conjonctif qui compose le poumon, mais aussi pour surmonter la tension de surface de la couche d'eau qui tapisse les alvéoles. En fait, la tension de surface de l'eau pure est si élevée que si les alvéoles n'étaient tapissés que d'eau pure. L'expansion pulmonaire nécessiterait alors un effort musculaire épuisable et les poumons tendraient à se collapser. D'où le rôle de ce surfactant. Pourquoi il est nommé surfactant? Parce que c'est une abréviation en anglais de Surface Active Agent, donnant surfactant. Et donc, on retient les rôles du surfactant. Premièrement, il évite la rétraction et la vidange des petites alvéoles dans les grandes alvéoles. Et deuxièmement, évite un effort musculaire épuisable en diminuant la tension superficielle. Quelles sont les caractéristiques du surfactant? Le surfactant pulmonaire est un mélange de phospholipides et de protéines
ayant les propriétés de détergent. Bien évidemment, le détergent diminue les forces de cohésion entre les molécules. La deuxième caractéristique, il est sécrété par les pneumocytes de type 2, qui sont les deuxièmes cellules composant l'épithélium alvéolaire. Troisièmement, il abaisse la tension de surface de la couche de liquide à la surface des alvéoles, ce qui augmente la compliance pulmonaire, facilitant ainsi l'expansion pulmonaire. Une respiration profonde augmente sa sécrétion par étirement des pneumocytes. C'est un mécanisme de pression. Par étirement des pneumocytes de type 2. Sa concentration diminue quand la respiration est superficielle. Son effet le plus marqué dans les petites alvéoles, on avait dit ça, ce qui diminue la tension de surface de ces derniers de façon plus importante que dans les alvéoles plus grands. Cela stabilise les alvéoles. Il est produit en fin de grossesse dans le poumon fœtal. Si je me rappelle bien, c'est le 7e ou le 6e ou le 7e mois. Son absence chez les nouveau-nés prématurés conduit à un syndrome de détresse respiratoire, c'est-à-dire des difficultés d'inspiration, qui finira souvent par malheureusement la mort du nouveau-né en absence du traitement. Le traitement, c'est d'injecter un surfactant artificiel. Cinquièmement, la résistance des voies aériennes. Le débit ventilatoire ou le débit du gaz, qui est une quantité à un moment donné, dépend non seulement de la différence de pression entre l'alvéole et le milieu extérieur, mais aussi de la résistance de l'appareil respiratoire. Et selon la loi de Poiseuille, la résistance est décrite par 8 fois la viscosité de l'air qui est constante, fois la longueur de l'appareil respiratoire, du système respiratoire, divisé par le rayon des voies aériennes puissance 4 fois la constante pi. Donc, on peut dire que le principal responsable de la résistance des voies aériennes, c'est le rayon des voies aériennes. Comme dans le cas des vaisseaux, là on ne parle pas de débit d'air, mais de débit de son. Mais il n'y a aucune différence. Ce sont les mêmes relations, etc. On est tous d'accord que le principal responsable de la résistance à l'écoulement du gaz, c'est le rayon des voies aériennes de conduction, c'est-à-dire ce rayon, qui est décroissant partant des voies aériennes supérieures vers les voies aériennes inférieures. Dans un appareil respiratoire normal, cette résistance qui est due au rayon décroissant ne gêne pas vraiment la respiration. Quand est-ce qu'elle devient un vrai obstacle? Lorsque le calibre des voies aériennes est réduit de façon considérable, de façon importante. En cas de maladie, par exemple, un simple rhume dans les fosses nasales, ou alors les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Donc une diminution du calibre des bronches. Et cette dernière est plus grave. D'autres causes de résistance, mais qui sont régulables, nous avons le muscle lisse des parois des bronchioles. Les bronchioles sont les plus petites branches et qui sont en intralobulaire. Voilà, l'unité fonctionnelle du poumon, c'est le lobule. La paroi de ces bronchioles est composée d'une muqueuse, sous-muqueuse et une musculeuse. Cette musculeuse est formée de fibres musculaires lisses qui répondent à plusieurs commandes et à plusieurs agents. Nous avons par exemple l'inhalation d'agents irritants. Nous allons avoir un réflexe nerveux du système nerveux parasympathique, contraction des bronchioles et éternuement. Par contre, l'histamine et d'autres substances inflammatoires sécrétées lors d'une crise d'asthme aiguë par exemple, ça donne une bronchoconstriction par la contraction des fibres musculaires lisses. L'adrénaline libérée à la suite de l'activation du système nerveux sympathique ou alors administrée à des fins thérapeutiques va dilater les bronchioles et va réduire la résistance.
Nous avons ainsi les accumulations locales de mucus, des matières infectieuses, des tumeurs, peut obstruer les conduits aériens et vont constituer des sources majeures de résistance dans les maladies respiratoires. Les volumes et les capacités pulmonaires. Nous avons des volumes pulmonaires et des capacités pulmonaires qui sont des sommes de volumes pulmonaires. On commence avec les volumes pulmonaires. Nous avons le volume courant, en abréviation VT. Pourquoi VT? C'est l'abréviation en anglais de tidal volume. Donc, le volume courant, ça vaut 500 ml et c'est la quantité d'air inhalé ou expiré lors d'une respiration calme. Donc, lors d'une respiration calme, on inspire 500 ml, puis on expire 500 ml, etc. Le volume de réserve inspiratoire, il est de 3 litres, 3000 ml, et c'est la quantité d'air pouvant être inspiré avec un effort maximal en sus d'une inspiration courante. Donc, après une inspiration courante, les 500 ml, puis on fait une inspiration avec une force maximale, avec un effort maximal. Donc, on peut atteindre 3000 ml. Le volume de réserve expiratoire, c'est la même chose. C'est la quantité d'air pouvant être expiré avec un volume maximal en sus d'une expiration courante. Voilà, après une expiration courante, on fait une expiration avec un effort maximal, il vaut 1200 ml. Le volume résiduel, c'est la quantité d'air qui reste dans les poumons qu'on ne peut jamais expirer, et donc qu'elle reste dans les poumons après une expiration maximale. Et elle vaut, elle aussi, 1200 ml. Maintenant, les capacités pulmonaires, on avait dit qu'ils sont des sommes de volume. D'abord, la capacité vitale, un paramètre très important, elle vaut 4800 ml. C'est la quantité d'air pouvant être expiré avec un effort maximal après une inspiration maximale. Et elle est égale bien évidemment au volume courant, le volume de réserve expiratoire et le volume de réserve inspiratoire. Donc il reste uniquement le volume résiduel qui ne peut pas être expiré. La capacité inspiratoire, c'est la quantité maximale d'air pouvant être inspiré après une expiration courante maintenant. Après une expiration courante, on fait une inspiration avec un effort maximal. Et donc on aura le volume courant, VT, plus le volume de réserve inspiratoire. Elle vaut 3500 ml. Nous avons la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est la quantité d'air qui reste dans les poumons après une expiration courante. Et c'est la somme du volume résiduel et le volume de réserve expiratoire. Elle vaut 2400 ml. La capacité pulmonaire totale, là c'est clair, environ 6000 ml, 6000, 5800. C'est la quantité maximale d'air que les poumons peuvent contenir. Et ça vaut le volume résiduel plus la capacité vitale. Nous avons une remarque ici, à l'exception du volume résiduel et tout ce qui contient le volume résiduel, c'est-à-dire la capacité pulmonaire totale, la capacité résiduelle fonctionnelle, toutes les grandeurs citées ci-dessus peuvent être mesurées à l'aide d'un spiromètre. On va voir c'est quoi un spiromètre. Donc, à l'exception du volume résiduel et des capacités contenant le volume résiduel, c'est-à-dire la capacité pulmonaire totale et la capacité résiduelle fonctionnelle, toutes les grandeurs citées ci-dessus peuvent être mesurées à l'aide d'un spiromètre. Un spiromètre est une cloche remplie d'air baignant dans une enceinte remplie d'eau. Cette cloche va monter et descendre lorsque le sujet respire à travers un embout buccal qui est relié à cette cloche par une tubulure.
Cette cloche qui va monter et descendre est reliée à une plume à travers une poulie par un fil. Et donc, cette plume va dessiner sur un papier qui est installé sur un tambour. Elle va dessiner le graphe qui représente la respiration du sujet. Sans oublier que le tambour va tourner à une vitesse constante pour enregistrer les volumes en fonction du temps. Donc on aura ce résultat. Nous avons une échelle sur le papier de volume et de temps. Nous avons en inspiration, la cloche va descendre et donc la plume va monter, et inversement à l'expiration. Cet enregistrement est appelé spirogramme. Maintenant, les épreuves fonctionnelles respiratoires, qui nous permettent d'explorer la fonction de notre appareil respiratoire. Donc, premièrement, nous avons le volume expiratoire maximal seconde, qui est le volume de gaz expiré pendant la toute première seconde d'une expiration maximale à partir d'une inspiration maximale. Donc, on demande au sujet qui respire dans le spiromètre d'effectuer une inspiration maximale suivie d'une expiration maximale, et on aura le résultat dans le spirogramme. Et on va voir le volume expiratoire maximal dans la première seconde. Ce volume expiratoire maximal seconde va nous permettre de calculer le coefficient de Triffneux, qui est le rapport VEMS sur la capacité vitale, qui doit être normalement entre 75 et 80% de la capacité vitale. Deuxième paramètre, la ventilation pulmonaire ou ventilation minute. C'est le débit d'air, donc le volume d'air inspiré et expiré en une minute, et on peut le calculer avec une simple relation volume courant fois la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, bien sûr, c'est le nombre de cycles par minute. Donc, chaque inspiration-expiration vaut un cycle. La fréquence respiratoire, elle est en moyenne de 12 à 16 cycles chez un adulte au repos. On arrive à la dernière partie de notre cours, les espaces morts et les différences de ventilation. D'abord les espaces morts. Nous avons l'espace mort anatomique et l'espace mort alvéolaire. Tout l'air inspiré n'arrive pas jusqu'aux alvéoles. Une partie reste dans les voies aériennes de conduction, c'est-à-dire les voies aériennes supérieures et l'arbre bronchique, et qui ne va pas participer aux échanges gazeux au niveau alvéolo-capillaire. Ce volume d'air est d'environ 150 ml chez l'adulte normal, et il correspond à l'espace mort anatomique. L'espace mort alvéolaire. L'air atmosphérique entre dans les alvéoles et participe aux échanges gazeux d'O2 et de CO2 avec le sang des capillaires pulmonaires. Cependant, certains alvéoles ventilés ne sont pas perfusés par du sang et ne participent pas aux échanges gazeux et constituent ainsi l'espace mort alvéolaire. La somme de ces deux espaces morts, anatomique et alvéolaire, correspond à l'espace mort physiologique ou l'espace mort total. La ventilation alvéolaire. Elle correspond au volume d'air échangé par minute entre les alvéoles et l'atmosphère. Par une simple relation, nous avons la ventilation alvéolaire est égale au volume courant moins le volume de l'espace mort physiologique, c'est-à-dire la somme des espaces morts anatomiques et alvéolaires, le tout fois la fréquence respiratoire. Chez le sujet normal, l'espace mort alvéolaire est négligeable. Dans ce cas, l'espace mort physiologique est égal à l'espace mort anatomique. Donc le parenchyme pulmonaire est dans sa majorité fonctionnel. Et donc on peut négliger l'espace mort alvéolaire.
En conclusion, on peut dire que la compréhension de la mécanique ventilatoire constitue un facteur essentiel pour non seulement comprendre le fonctionnement normal de l'appareil respiratoire, mais aussi les mécanismes pathologiques, les mécanismes des pathologies respiratoires et oriente le suivi de ces dernières. Merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!